sur le cloud. Les personnes qui ont leur micro ouvert, si vous pouvez juste les fermer. Je vois quelqu'un qui apparaît à l'écran là. Voilà, c'est bon. Le micro est fermé. Alors, donc, bonsoir à tous et toutes. Bienvenue dans cette session intitulée « Comment optimiser sa candidature VNU ». Alors, chaque année, en fait, ce sont plusieurs milliers de professionnels, de professionnels de différents métiers qui donnent de leur temps pour les Nations Unies en tant que volontaires des Nations Unies. Donc, c'est un volontariat qui est rémunéré. Les volontaires touchent différentes indemnités, notamment, voilà, donc une allocation de subsistance destinée à couvrir les dépenses essentielles, le logement et les factures de consommation, ainsi qu'une allocation pour frais d'installation, une assurance vie santé invalidité permanente et puis des frais de déplacement en fin d'affectation et des frais de réinstallation. Alors, c'est une bonne manière de rentrer ou de mettre un pied dans le système des Nations Unies, mais comme tout poste aux Nations Unies, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, en sachant que c'est un service qui est limité à 4 ans. Et donc, nous sommes ce soir avec Monsieur Jacques Moya, qui est ancien programme manager au service de volontariat des Nations Unies et qui va nous donner des clés pour optimiser sa candidature VNU pour les personnes qui souhaitent décrocher donc un volontariat. Alors, moi qui vous accueille ce soir, donc je suis journaliste, je m'appelle Rose-Marie Bouboutou, je suis journaliste, je fais également de l'accompagnement à l'emploi. Et donc, c'est dans le cadre de ces accompagnements à l'emploi qu'on a cette session de ce soir avec Monsieur Jacques Moya, donc ancien fonctionnaire des Nations Unies au siège de VNU à Bonn, en Allemagne. Donc, Jacques, si tu veux... Rose-Marie, on t'entend plus. On va pouvoir commencer. Pardon? On t'entendait plus, c'est bon. On t'entendait plus, voilà, c'est bon. Ok. Donc voilà, à toi la parole, Jacques. Merci Rose-Marie. Et bonsoir à tout le monde, tous les participants. Je suis vraiment heureux de partager ce moment avec vous pour échanger autour de la candidature VNU. Mon nom est Jacques Moya, Rose-Marie l'a mentionné. J'ai travaillé avec les Nations Unies pour une trentaine d'années. Je viens de faire valoir mes droits à la retraite il y a 2 ans. J'ai commencé comme volontaire des Nations Unies. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir servir sur des fonctions régulières au sein des Nations Unies. Donc, j'ai travaillé d'abord au niveau national dans mon pays, au Congo-Brazzaville, et puis je suis parti comme volontaire des Nations Unies, puis j'ai évolué au sein du système des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, puis au niveau du siège à Bonn. Et donc, moi, je vais partager quelques informations, quelques expériences, de façon à ce que chacun de vous puisse peut-être s'en inspirer et faire valoir sa candidature venue, le moment venu. Donc, j'ai expressement organisé un petit sondage pour me donner une idée et essayer de me focaliser sur les aspects les plus importants et qui correspondent à la situation des participants ici présents. Alors, voici le plan que je vous propose pour cette présentation. Donc, après les introductions, on aura un bref aperçu des résultats du sondage dont je viens de vous parler. Et puis de là, ça va découler sur les objectifs.
on va parler du programme VENU, sans reprendre les éléments que Rose-Marie a déjà indiqués. On va parler de quelques défis pour les candidats, comment s'y prendre et quelques astuces. Voilà. Et comme un adage dit, tu veux aller loin, ménage sa monture. Ceci signifie qu'il y a une préparation qu'il faut faire, il y a un processus qu'il faut suivre pour pouvoir atteindre l'objectif de devenir volontaire des Nations Unies. Donc, voici un bref aperçu sur notre sondage. Bon, il y a eu, parmi les participants, justement, il y a eu 7 répondants, il y a 6 femmes, donc un seul homme. Il y a eu autant de participants qui sont actuellement en activité que ceux qui sont à la recherche d'emploi. Il y a un répondant en cours de formation. Presque tous les participants ne sont pas encore enregistrés sur le roster VENU. Et les motivations par rapport au sondage qu'on a organisé sont très génériques et variées. On va y revenir. Tous les participants, presque tous, considèrent qu'ils ont aujourd'hui un désir plutôt qu'un rêve de devenir VENU. On va essayer de voir quelle est la nuance que nous faisons entre le rêve et le désir. Et personne n'a jamais servi comme volontaire parmi les participants. Et il y a une question qui consistait à donner le domaine de choix, le domaine dans lequel on souhaitait servir comme volontaire des Nations Unies. Donc, il y a la liste ici n'est pas exhaustive. Il y a des gens qui aiment servir dans les droits de l'homme, dans la protection de l'environnement, les droits de la femme, etc. Donc, de ce sondage, je me suis proposé, je vous propose les objectifs suivants. Donc, je pense qu'à la fin de ce webinaire, vous serez capable de définir le rôle du programme VENU, de citer les types d'affectation VENU, de choisir la catégorie de volontaires qui correspond à vos aspirations. C'est-à-dire dans quelle catégorie vous voudrez bien servir. Et de vous préparer stratégiquement en vue de servir comme VENU. Adapter les astuces pour bien décrire son profil et réussir une interview. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Le programme VENU est une organisation qui est chargée de la mobilisation des volontaires, de la promotion du volontariat au sein du système des Nations Unies et de veiller à ce que la dimension volontariat soit intégrée dans les plans d'action des agences des Nations Unies. Donc, c'est un programme ou une organisation transversale qui travaille en partenariat ou en coopération avec les autres, avec les agences, parce que le programme VENU n'est pas une agence comme les autres agences spécialisées comme l'UNICEF, l'OMS, le PNUD, mais c'est un programme transversal qui fournit les volontaires auprès de ces agences spécialisées. Et tout ceci pour la paix et le développement. On parle aujourd'hui de développement humain durable. Voilà. Quelles sont les affectations VENU? Il y a en gros 3 types d'affectations. Il y a les affectations au niveau international, au niveau national, et les volontaires qui travaillent en ligne, c'est-à-dire qui sont assis chez eux à travers un ordinateur, ils peuvent fournir l'assistance au niveau d'une organisation qui le souhaite bien. Donc, au niveau international, il y a 4 catégories. Il y a les VENU universités, les volontaires d'université, les volontaires experts,
sont pour la plupart des seniors avec 10 à 15 ans d'expérience, des volontaires spécialistes qui doivent être âgés au moins de 25 ans et 2 à 3 ans minimum d'expérience. Les volontaires, les jeunes volontaires, ceux-là qui peuvent être recrutés à l'âge de 18 ans, c'est-à-dire l'âge de la majorité pour faire un travail, selon les pays, 18 ans ou 20 ans. Il y a les affectations au niveau national. Et là, nous avons 6 catégories. Donc, il y a 2 catégories qui s'ajoutent. Ce sont les volontaires communautaires et les volontaires communautaires en temps partiel. Donc, ils s'ajoutent aux 4 autres catégories qui concernent les affectations internationales. Et puis, les volontaires en ligne. Voilà. Donc, je vous donne toutes ces informations pour que vous puissiez être à même de pouvoir choisir l'affectation ou bien la catégorie de volontaires dans laquelle vous souhaitez vraiment servir comme volontaire des Nations Unies. Parce que si vous voulez servir comme volontaire des Nations Unies en international, ça veut dire qu'il y a un parcours de préparation qu'il vous faut. Hein? Si vous avez une expérience au niveau national, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire valoir cette expérience au niveau international. Mais on peut être en même temps, commencer par une affectation internationale et faire profiter de son expérience internationale au niveau national. Voilà. Et je voudrais aussi ajouter que les affectations venues, une affectation venue ne fait pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas carrière au cours d'une affectation venue. C'est pour ça qu'il y a une durée limitée aujourd'hui à 4 ans, sauf pour les volontaires qui ont déjà fait valoir leur droit à la retraite, donc ils sont déjà retraités, ils peuvent servir indéfiniment selon que les conditions de santé leur permettent. Mais pour les autres, ils ont un maximum de 4 ans de service. Revenons sur la nature des lieux d'affectation. Ça aussi sont des informations qui peuvent vous permettre vraiment de choisir quelle est l'affectation qui correspond le mieux à votre situation. Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez envisager par rapport à votre rêve ou votre désir. Il y a des affectations avec famille, c'est-à-dire où on est autorisé de voyager avec sa famille si on est marié. C'est un maximum de 3 dépendants, épouse, époux et 2 enfants, donc 3 dépendants au maximum. Il y a des affectations sans famille, c'est-à-dire des affectations pour des raisons de sécurité ou bien pour d'autres raisons qui ne permettent pas que vous puissiez servir avec votre famille. Et généralement, ces affectations donnent droit à ce qu'on appelle rest and recuperation, c'est-à-dire des interdictions de voyage. Après 6 semaines ou 8 semaines, vous pouvez avoir la possibilité d'aller dans une localité où il y a beaucoup plus de tranquillité. Et en général, les gens profitent de faire un tour, visiter la famille. Il y a des affectations où il y a beaucoup d'exigences de langue. Donc, ça sont des informations que je vous donne qui vous permettent vraiment de vous préparer, de savoir que si je vais pour une affectation internationale, je dois me préparer à servir sans famille ou avec famille éventuellement, mais il y a des exigences de langue, il y a des pays anglophones, il y a des pays lusophones, il y a des pays francophones, et pour nous francophones, bon, les pays francophones, il n'y a pas de problème. Mais si on veut élargir un peu son champ, il faut se préparer pour que
vous puissiez être bilingue, c'est-à-dire français, anglais ou français, espagnol ou espagnol, anglais. Ce sont les 3 principales langues, bien qu'il y en a 6 dans les Nations Unies. Bon, pour ceux qui parlent russe, qui parlent chinois, qui parlent arabe, ça élargit encore le champ d'opportunité. Il y a des lieux d'affectation où le permis de conduire est une exigence, parce que les gens doivent se déplacer et on ne peut pas affecter un chauffeur à chaque personnel, y compris le volontaire. Donc, quand il y a les moyens de transport, on souhaite que le volontaire sache conduire. Voilà. Donc, comment s'y prendre pour tout ça et avoir une candidature qui soit optimisée? Il y a ce que j'appellerais la pré-candidature. Ça, c'est la préparation avant de soumettre votre candidature. Il y a une période de préparation. C'est pourquoi j'avais introduit dans le questionnaire la notion de rêve et de désir. On peut avoir un rêve, on se dit, bon, en se donnant un objectif à moyen ou long terme, en se disant, j'ai un rêve de devenir volontaire dans 2, 3, 4 ou 5 ans, même 10 ans. Il y a des gens qui rêvent de devenir volontaires depuis qu'ils sont au lycée ou bien à l'université. Et donc, ça nécessite un parcours de préparation. Et quand on parle de désir, ça veut dire que c'est un désir immédiat. Si j'ai le désir de manger, ce n'est pas dans 2 jours, c'est le désir de manger maintenant. Mais on peut avoir un rêve de mieux manger, un rêve de manger à sa faim. Ça veut dire qu'on réunit les conditions pour avoir un emploi, pour avoir tout, pour qu'à l'avenir, qu'on puisse manger à satiété. Donc, et quand on a un rêve, justement, on se donne des moyens pour pouvoir réaliser son rêve. Et c'est ce que j'appelle la période de précandidature. Donc, il faut déjà développer sa motivation, bien être clair dans sa tête pourquoi on veut devenir volontaire. On y reviendra parce qu'il y a un exemple où on pourra discuter ensemble pour voir si cette motivation est bien exprimée ou pas. Il y a la qualification, c'est-à-dire des formations qu'il faut faire, formations techniques, pour vous préparer à devenir volontaire des Nations Unies ou bien à être expert ou bien à préparer votre expertise dans un domaine donné, y compris les compétences. Les compétences ici, c'est en lien, ont une relation avec la qualification, votre formation, c'est-à-dire le savoir-faire, ce que vous savez faire, mais aussi le savoir-être. Et c'est cet aspect de savoir-être qui est très, très fondamental, qui souvent fait la distinction entre plusieurs candidats. Parce qu'on peut avoir 2 ingénieurs agronomes, parce qu'il y aura peut-être ceux qui vont se faire distinguer par leur savoir-être, qui pourront être sélectionnés au détriment des autres qui n'ont que la qualification sans savoir, sans sans une distinction au niveau du savoir-être. Pour exemple, je donnerai, par exemple, si vous avez un chirurgien qui est très, très qualifié, qui opère très bien, mais qui, à l'approche d'un malade, il a un air dédaigneux, c'est sûr que ce malade-là ne se sentira pas à l'aise devant un tel chirurgien, bien qu'il soit très qualifié, très formé, avec bardé de beaucoup de diplômes. Donc, le diplôme ne fait pas toujours la différence. Ça, c'est important de savoir. Ce n'est pas parce qu'on est très bien qualifié qu'on va nécessairement se faire distinguer au niveau d'une sélection compétitive. Ensuite, vous devez préparer vos expériences. Ici, les expériences, il y a des gens qui disent, je cherche du travail pour avoir de l'expérience. Bon, mais au niveau des gens qui recrutent, eux, ils veulent recruter les gens qui ont déjà l'expérience. Donc, c'est un peu un cercle vicieux
ou bien l'exemple entre la poule et l'œuf, qu'est-ce qui vient avant? Le conseil que je vous donnerai ici, c'est qu'au niveau de l'expérience, il ne faut pas toujours chercher du travail rémunérateur. On peut se faire accepter au niveau des associations, des ONG, pour travailler, par exemple, bénévolement, participer aux associations dans les activités au niveau du quartier, au niveau de sa communauté, pour se faire de l'expérience. Être volontaire au niveau de la Croix-Rouge ou bien d'autres organisations de bienfaisance pour se faire de l'expérience. Et justement, ces expériences accumulées peuvent vous garantir un emploi rémunéré. Donc, les gens, quand ils se préparent dans le processus de réaliser son rêve, il ne faut pas toujours s'attendre à un premier métier qui soit rémunérateur, où le salaire correspond à votre niveau de qualification. Si vous êtes ingénieur, médecin ou un grand informaticien. Il faut avoir des astuces et des stratégies pour pouvoir bâtir son expérience, quitte à faire valoir cette expérience quand vous serez suffisamment prêt. Ensuite, vient donc le moment de faire votre candidature. Au niveau de la candidature, il s'agit en fait de remplir votre profil. Pour ce qui est des volontaires des Nations Unies, le profil se remplit, se complète au niveau de la plateforme de UNV qui s'appelle aujourd'hui Unified Volunteer Platform, donc Unified Volunteer Platform, UVP. Tout récemment, on l'appelait VIMAM, mais bon, ils ont changé de système. Je me suis renseigné auprès des collègues, des anciens collègues. Ils ont changé de système qui a été lancé en octobre dernier et qui s'appelle UVP. Donc, c'est ça qui remplace en fait le CV. Vous n'aurez donc pas à remplir un CV standard comme on le fait généralement, mais il faut aller sur la plateforme, se faire enregistrer. Et vous avez étape par étape des informations personnelles. Vous avez des questions qui vous demandent quel est votre genre, la date de naissance, l'email, comment est-ce que vous avez appris, comment vous avez été informé à propos du programme. Est-ce que vous considérez que comme étant une personne avec un handicap, c'est-à-dire que le programme venu encourage l'inclusion des personnes qui ont un handicap, des malvoyants ou bien des gens qui n'entendent pas bien, même des gens qui ont un handicap physique. Donc, il y a dans la dimension inclusion des minorités la possibilité d'utiliser des personnes avec un handicap au sein du programme de volontaires des Nations Unies. Ensuite, il y a une partie qui parle des qualifications et des compétences, qui parle de votre niveau de maîtrise de l'outil informatique, des langues que vous maîtrisez, si vous avez, comme je l'ai mentionné, si vous avez un permis de conduire. Et puis ensuite vient l'expérience professionnelle. Alors, au niveau de l'expérience professionnelle, l'astuce est de remplir le formulaire de façon antéchronologique, c'est-à-dire vous commencez par la fonction ou bien votre expérience professionnelle la plus récente pour terminer à la plus ancienne. Ceci pour déjà permettre au recruteur de focaliser son attention sur votre récent. Si vous êtes assistant de programme et vous voulez servir comme volontaire au niveau d'un programme ou d'un projet, et que par le passé, vous avez été agent commercial il y a 10 ans, mais il vaut mieux commencer par la fonction la plus récente et vous descendez aux fonctions les plus anciennes que vous avez occupées. Ici, il faut faire la différence quand vous remplissez votre profil entre la fonction et le statut. Dans beaucoup de profils, les gens marquent par exemple
de telle année à telle année, j'étais stagiaire. Stagiaire, le stagiaire, ce n'est pas une fonction. Stagiaire, c'est un statut. Donc, vous pouvez avoir été stagiaire pour assumer les fonctions d'une assistante administrative ou bien une assistant ou assistante de programme. C'est ça la fonction. Mais vous aviez un statut de stagiaire ou bien vous avez un statut de volontaire. C'est comme si quelqu'un mentionnait, j'étais titulaire sur ce poste. Non, être titulaire ou expert, c'est un statut, mais il faut mentionner la fonction. Dans beaucoup de CV ou dans le profil, on voit apparaître surtout le mot stagiaire, surtout le mot volontaire. C'est bien, mais vous savez que la personne qui lit votre profil, quand on voit stagiaire, ça veut dire que vous avez été utilisé en second plan. Ça diminue un peu, ça sous-estime un peu votre contribution. Quand vous mettez assistant de programme ou bien la fonction exacte que vous avez assumée, c'est beaucoup plus valorisant. Donc ça, c'est très important de faire cette distinction entre la fonction et le statut. Ensuite, vous avez, quand vous remplissez un profil, si c'est bien fait, on va parler de quelques astuces, mais si c'est bien fait, l'objectif de votre profil, c'est pour obtenir l'opportunité d'être shortlisted, c'est-à-dire mis dans les 3 meilleurs candidats qui vont passer, les 3 ou 5 meilleurs candidats qui vont passer l'interview. C'est ça votre objectif au niveau du profil ou bien du CV. Et une fois que vous avez la chance d'être retenu pour l'entretien ou bien l'interview, l'entretien se passe la plupart du temps sur le mode de CBI, c'est-à-dire Competency-Based Interview. C'est un entretien qui est basé sur vos compétences, c'est-à-dire ce que vous avez accompli dans le passé. Vos réponses permettront à l'examinateur ou au panel de voir comment est-ce que vous avez relevé les défis dans le passé et si vous avez votre comportement, comment vous êtes comporté professionnellement. Et on se dit que, bon, si vous avez été capable de résoudre un certain nombre de problèmes, celui qui va vous recruter a beaucoup plus de chances de pouvoir voir que vous vous comportez de la même manière. Donc, toujours avoir en tête l'esprit EH, l'esprit EH. Je vais revenir sur ça parce que ça sera là le leitmotiv. EH, c'est ce que j'appelle l'excellence et l'humilité. Quand vous passez votre interview, vous vous dites, déjà dans la préparation, j'aurais dû parler de ça quand vous préparez avant de faire votre candidature. Il faut vous dire que tout ce que vous faites, comme un adage dit, soyez le meilleur qui que vous soyez. Si vous êtes un chauffeur, soyez le meilleur chauffeur. Si vous êtes assistant de programme, soyez le meilleur assistant de programme. Si vous êtes balayeur, soyez le meilleur balayeur. Qui que vous soyez, cherchez à être excellent. Excellent, mais être humble, c'est-à-dire reconnaissez vos limites et cherchez des moyens pour pouvoir combler les insuffisances. Et donc, ça, c'est l'esprit de l'excellence et de l'humilité. Et puis, avoir toujours quelque chose qui va vous distinguer des autres. Il y a beaucoup de candidatures venues. Dans le système, il y a peut-être près de 10 000 ou je ne sais pas. Alors, vous imaginez que parmi ce nombre, c'est très difficile. Tous sont qualifiés. Hein. Ce sont la plupart des gens qui ont des diplômes universitaires, licence, BTS, maîtrise, doctorat, et qui ont beaucoup d'expérience, parfois 5 ans, 10 ans d'expérience. Il y a beaucoup de candidats.
Mais donc, quand on est parmi ces candidats, il faut se dire que l'objectif, c'est de se distinguer et d'être parmi les 10. Quand on a 200, 300 candidats, il faut être parmi les 10. Et pour se mettre parmi le petit nombre, il faut avoir des éléments distinctifs. Il faut amener, chaque fois, il faut vous poser la question, qu'est-ce que j'apporte qui va me faire distinguer des autres? C'est ce qu'on appelle le Unique Value Proposition, UVP, Unique Value Proposition, c'est-à-dire que ça, c'est dans le monde commercial. Quand vous êtes en compétition avec une entreprise, vous devez démontrer qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport aux autres pour être compétitif dans le monde de la concurrence. Donc, quand vous écrivez même votre motivation, posez-vous la question de savoir est-ce que ces termes de motivation ne sont pas génériques? Est-ce que c'est pas, on ne peut pas les trouver partout ailleurs dans les candidatures? Qu'est-ce que je peux mentionner qui va être spécifique à ma candidature? Donc, très important. Je ne vais pas m'étaler sur les interviews. Ça, il y a beaucoup de vidéos, des documents qui parlent de ça. Donc, et là, je vais partager avec vous quelques éléments qui correspondent à mon expérience personnelle. Voici un exemple de motivation. Peut-être que le collègue ou la collègue ceux qui ont rempli la fiche de sondage peuvent se reconnaître. Donc, j'ai mentionné ici un exemple de motivation à la question de savoir pourquoi vous voulez devenir volontaire des Nations Unies. Donc, la collègue ou le collègue, comme c'était anonyme, a mentionné ceci. J'ai toujours voulu travailler avec les Nations Unies, surtout pour les valeurs humanitaires qu'elles défendent. Et le volontariat est une manière de me rendre utile en donnant de mon temps et mes compétences, ainsi que de servir pour les valeurs que je partage fortement. Voilà. Bon, donc ça, c'est une déclaration de motivation. Et vous pouvez vous rendre compte que elle est trop générique. Ça ne montre pas la spécificité et ça ne montre pas que la personne a eu un processus de préparation, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a fait auparavant. Dans une motivation, on doit savoir que vous avez parcouru vous vous êtes donné un processus pour pouvoir arriver à un moment où vous êtes prêt justement à pouvoir réaliser votre rêve. Est-ce que quelqu'un pourrait identifier quelques éléments qui font que cette motivation ne puisse pas passer? L'idée est bonne, mais tel que c'est mentionné, ça pose problème. Alors, quelqu'un veut ouvrir son micro ou écrire dans le chat? Faire un commentaire dessus. Si quelqu'un veut intervenir avec le micro, si la personne peut lever la main et ouvrir son micro. Ou sinon dans le chat, est-ce que quelqu'un a une idée? Je regarde en même temps dans les commentaires. Un volontaire? Un courageux ou une courageuse? Bon, alors je vois on va continuer. Okay. Il y a quelqu'un? Alors, non, je ne vois pas de main levée et je ne vois pas de commentaires dans le chat. Alors, juste, bon, là, c'est bien, on écoute Jacques Moya nous partager son expérience, mais le but, c'est aussi que ce soit interactif. Donc,
on aura une partie de questions-réponses. Donc, je vous encourage vivement à être actif dans cette, dans cette oui. partie-là. Ah, voilà, je vois JM, pardon. Désolée, JM, je n'avais pas vu ta main levée. Vas-y, ouvre ton micro pour nous faire ta suggestion. D'accord, j'ai commencé à me demander si j'ai été blacklisté. Oh, désolée, Jean-Moïse, désolée. Sorry, je ne vois pas. Comme je suis connectée sur le téléphone, je ne voyais pas la main levée. Sorry. D'accord. Alors, quand je regarde, je vois par exemple la personne qui dit « J'ai toujours voulu travailler aux Nations Unies, surtout pour les valeurs humanitaires qu'elles défendent. » OK, lesquelles? Le volontariat est une manière de me rendre utile en dehors de mon temps et de mes compétences. OK, lesquelles? Voilà. En fait, c'est vague. En fait, quand je regarde ça, c'est quelqu'un qui est en mode « S'il vous plaît, prenez-moi, prenez-moi ». Il n'est pas en mode « Je peux apporter quelque chose. J'ai quelque chose à apporter ». C'est un peu comme ça que je vois cet exemple de motivation. Voilà. Alors, il y a aussi Roméo qui voulait faire une contribution. Roméo, si tu peux ouvrir ton micro. Oui, allô? C'est bon, vous me recevez? Oui. Oui, on t'entend, Ok. Roméo, tu peux y aller. Oui. D'accord, bonsoir tout le monde. Alors, moi, je ne vais pas me risquer à porter de critiques parce que c'est plutôt facile, je pense, hein, de porter des critiques sur ce qu'il y a. Mais moi, j'aimerais peut-être proposer et dire, par exemple, que si la personne disait que sa motivation ou qu'elle a construit, en fait, son cursus académique et professionnel déjà en fonction, donc, de ce poste-là. C'est-à-dire que je montre que j'ai fait telle formation, telle et qu'il y a une cohérence dans mes formations et donc qui répondent évidemment à ce que vous cherchez. Moi, je prends juste cet aspect spécifique-là. J'ai de la motivation et tout ce que j'ai fait jusque-là, j'ai construit un cursus académique cohérent et qui me prépare donc à répondre à cette offre-là. Je ne sais pas si c'est valable. Oh, oui, je pense que bon, l'esprit est là. L'esprit est là. Il y a JM, je ne sais pas, est-ce que c'est. Oui, en fait, c'est Jean-Moïse. Jean-Moïse. Ah, c'est Jean-Moïse. Oui. Jean-Moïse a raison et le collègue qui vient aussi d'intervenir, bon, l'esprit est là, effectivement. Bon, vous voyez que tous les deux, vous avez apporté quelque chose. Attends, Jacques, finalement, les gens se réveillent. Il y a aussi Machami qui voulait faire une contribution. Oui. Et puis après, on va avancer. On va Oui, juste on prendre prend Machami. la troisième intervention et puis on va avancer. Oui. Machami, si vous pouvez ouvrir votre micro. Allô, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. D'accord. Il a dit, si j'ai bien compris, qu'il aimerait... Vous avez fermé le micro encore. Ah oui, c'est bon. Qu'il aimerait bien apporter ses compétences. Mais ici, il n'a pas spécifié quelles compétences déjà qu'il pourrait apporter, qu'il a, et dans quel domaine il voudrait bien apporter ces compétences-là. Exact. En tout cas, merci aux trois participants qui ont contribué. Vous êtes toutes parties sur la même vision. Effectivement, quand on commence, j'ai toujours voulu travailler avec les Nations Unies et ça, c'est tout le monde. Donc, vous ne vous distinguez pas à ce niveau parce que ça, c'est justement le désir de tout le monde de travailler avec les Nations Unies. Donc, à ce niveau, vous ne vous distinguez pas pour justement apporter quelque chose de spécifique comme l'un des intervenants a mentionné. Et donc, en disant également que, bon, je vais donner mon temps et mes compétences, c'est trop général, ce n'est pas spécifique. Vous voyez? Donc, ici, quand le recruteur, quand les gens au niveau du siège venu regardent une telle motivation, bon, ça ne motive pas à pouvoir le retenir. Ils vont le mettre juste à côté pour chercher d'autres personnes. Très important. Donc, pour ne pas trop s'attarder dessus, il y a aussi des motivations que j'ai reçues dans le sondage du genre
j'aimerais améliorer mon expression anglaise, acquérir de nouvelles compétences et expériences. Bon. Et là, on pourrait dire, bon, mais est-ce que c'est seulement dans les systèmes des Nations Unies qu'on peut améliorer son expression anglaise? Donc là aussi, ce n'est pas spécifique. Pourquoi on veut servir comme volontaire des Nations Unies? Si c'est pour améliorer son expression anglaise, il y a d'autres possibilités. On peut aller dans un pays anglophone voisin, ou bien aller dans des groupes de discussion en anglais, et puis on améliore son expression anglaise. Bon. Juste pour vous dire qu'il faut être vraiment centré sur l'intérêt, sur l'élément, ce qu'on appelle le UVP, Unique Value Proposition, ce qui vous fait distinguer des autres. Voilà une proposition que j'ai faite pour... donc, j'ai souligné, par exemple, valeur humanitaire, qui est un terme générique. C'est bien avoir les valeurs humanitaires, bon, les compétences et les valeurs que je partage. Là encore, je reviens sur les commentaires des autres. Ce n'est pas spécifique. Donc, vous pouvez dire, par exemple, que les Nations Unies défendent les valeurs humanitaires auxquelles j'adhère. Donc, vous partagez ces valeurs et je voudrais donc y servir en donnant mon temps et mes compétences, par exemple, dans le domaine des droits de l'homme, à travers le volontariat. Ça peut être amélioré. Mais ici, il n'y a pas d'information, par exemple, j'ai mis en route que cette motivation ne donne pas une idée sur le parcours déjà amorcé. C'est-à-dire que tu peux dire que, bon, j'ai servi avec le HCR, par exemple, ici l'exemple de droits de l'homme, j'ai servi avec pendant 2 ans, ou bien pendant 1 année au niveau national, ou bien au niveau international. Et donc maintenant, je me sens prêt pour pouvoir aborder le niveau international à travers le volontariat, ou bien même faire le volontariat au niveau national, bien en précisant qu'est-ce que vous apportez, est-ce que c'est vos compétences dans le domaine du droit de l'homme, ou bien dans le domaine de la protection des enfants, etc., etc. Il faut vraiment dire que voilà ce que je vais apporter. Voilà. Donc là, je vais maintenant vous donner quelques astuces. Au niveau de votre expérience, il faut vous poser la question si votre expérience correspond-elle à vos qualifications. Je donne un exemple. Si vous êtes ingénieur agronome, vous pouvez être 2 ou 3 ingénieurs agronomes. Ça, c'est votre qualification. Mais si, en tant qu'ingénieur agronome, vous vous faites recruter dans une pharmacie pour être vendeur en pharmacie parce qu'il n'y a pas de boulot, vous dites, ah bon, comme j'ai trouvé un travail dans la pharmacie, comme vendeur en pharmacie, je vais prendre cette opportunité. Mais à la fin, quand vous voulez devenir volontaire des Nations Unies, vous aurez bien avoir une expérience en pharmacie, c'est-à-dire vendeur en pharmacie, mais votre qualification n'est pas celle de pharmacien. Votre qualification reste celle d'ingénieur agronome. Donc, votre expérience ne correspond donc pas à votre qualification. Donc, il faut toujours faire attention par rapport à ce que vous avez étudié et faites de votre mieux de pouvoir développer une expérience dans ce que vous avez obtenu comme qualification, de façon à ce que vous puissiez faire valoir la combinaison qualification et expérience quand vous voulez chercher une affectation de venue. Évoquez vos qualités morales, c'est-à-dire le savoir-être. La qualification, comme je l'ai dit tantôt, c'est bien, vos diplômes, c'est bien, mais dites par exemple que vous êtes capable de travailler sous pression, que vous avez un sens de communication, que vous avez un sens de la rigueur, que vous avez la possibilité, la capacité de travailler dans un milieu multiculturel. Parce que les Nations Unies, c'est ça aussi. Donc, ça, cet aspect est très, très important.
Quand vous pouvez donner vos qualités ou bien vos compétences professionnelles, du genre, bon, je suis capable de coordonner les projets, je suis capable de gérer les projets, je suis capable de faire ça, coordination, etc., supervision, évaluation, tout ça. Mais la deuxième partie de ceci, c'est le savoir-être. Ça, c'est très important. Les qualifications, tout le monde a les qualifications. Mais le savoir-être, ça, c'est très important. C'est ce qui va assurer votre capacité de pouvoir travailler au sein d'une équipe. Si vous acceptez le feedback, si vous acceptez les reproches des autres, c'est ce qu'on appelle être réceptif. Si vous savez comment gérer les conflits au niveau de vos collègues, c'est ça que le recruteur va rechercher en vous. Dire, ah, cette personne-là peut être utile au sein de l'équipe. Mais les gens qui, pour un conflit interpersonnel, après, bon, même dans les réunions, c'est des flashs, bon, ça peut se sentir parce que si vous n'avez pas cet esprit d'équipe, vous pouvez être bardé de diplômes ou bien de beaucoup de qualifications, mais vous ne serez pas effectif au niveau, au sein de l'équipe dans laquelle vous serez affecté. Donc, c'est très, très important de savoir être. Et ici, l'humilité, en ce sens que vous devez montrer aussi la volonté d'une croissance personnelle, d'apprendre que je vais rejoindre l'équipe, j'apporte quelque chose, mais je suis ouvert à apprendre d'autres choses. Et c'est ce qu'on appelle l'humilité. Si vous êtes humble, ça veut dire que vous acceptez que d'apprendre auprès des autres. Pour ma propre expérience, quand j'étais volontaire des Nations Unies, dans le début des années 90, l'ordinateur venait à peine d'apparaître. On avait un seul ordinateur dans le service, mais moi, j'ai appris l'ordinateur auprès d'un autre volontaire qui était volontaire informaticien, par humilité. Bon. Troisième astuce, c'est ce qu'on appelle le networking, le réseautage. Le networking, vous devez développer un réseautage pour avoir des bonnes références personnelles et des bonnes références professionnelles, c'est-à-dire les gens avec lesquels vous travaillez, mais les gens aussi que vous connaissez de façon personnelle, sans pouvoir avoir travailler dans le même domaine professionnel. C'est très important parce qu'au niveau des Nations Unies, il n'y aura jamais un recrutement sans faire référence de checking reference, de vérifier au niveau des personnes qui peuvent vous recommander. Vous pouvez avoir des superviseurs, mais ces superviseurs-là, sur les évaluations écrites, vont peut-être vous mettre tant d'éloges, mais à côté, quand on les aborde à côté pour vous parler de vous, ils vont ouvrir leur cœur en disant, il est bien techniquement, mais il a un côté, il vient souvent en retard. Quand on lui demande de faire un travail, bon, il le fait bien, mais il le rend avec un retard. Ça, c'est une mauvaise réputation. Vous savez que la réputation, c'est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix. Parce que dès qu'on perd sa réputation, vous devez faire ce que nous disait un ancien, vous devez faire 7 fois de bonnes actions pour récupérer votre réputation. C'est juste pour dire que c'est très difficile parce qu'une réputation qui circule, vous n'avez pas la possibilité de rattraper, vous ne savez même pas à quelle personne détient telle information de vous. Donc, ce n'est pas quand on va rentrer comme volontaire des Nations Unies que vous allez développer votre réseautage. Non. Déjà là où vous préparez votre expérience, soignez vos rapports, soignez vos relations avec les gens. Soyez gentils, soyez humbles avec tout le monde. Considérez que toute personne que vous rencontrez, même dans le bus, même si c'est quelqu'un qui est au bas de l'échelle, considérez-le comme étant quelqu'un qui est au-dessus de vous.
Beaucoup de gens ont raté les postes dans le système des Nations Unies parce qu'ils n'avaient pas de bonnes relations avec les chauffeurs, même avec les balayeurs de bureau. On dirait qu'on peut se dire, bon, ce n'est pas celui-là qui va me faire une recommandation, mais bien au contraire. Moi, de ma vie professionnelle, j'ai reçu des coups de fil. À mon niveau, si inférieur était-il, des gens m'ont téléphoné pour des gens qui postulaient pour des postes 2 ou 3 fois plus élevés que le mien, pour me demander, mais on t'a vu travailler avec telle personne, il est en train de postuler comme représentant résident dans tel pays. Quelle est ton appréciation sur la personne? Mais j'étais pourtant, à l'époque, j'étais un operation officer. C'est-à-dire 2 ou 3 fois en deçà du grade auquel la personne... Mais il y a des gens même qui consultent les chauffeurs de votre service. Donc, c'est très important de soigner son image autour de soi. Comment choisir une affectation? Comment choisir une affectation pour laquelle vous devez soumettre votre candidature? Est-ce que c'est au niveau international ou au national? Au niveau international, il y a beaucoup de candidats, je veux dire, mais c'est un monde, par rapport à ce que j'ai vu sur les participants que vous êtes, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà été volontaire des Nations Unies, mais c'est un monde qui vous est encore, disons, inconnu. Pourquoi ne pas considérer, par exemple, d'être volontaire national, où vous maîtrisez au moins les agences au niveau national, où vous maîtrisez quand même certains projets qui sont en cours et les responsables de projets. C'est aussi une manière de pouvoir réaliser son rêve de devenir un jour fonctionnaire des Nations Unies, volontaire des Nations Unies au niveau national. Après, vous postulez pour un poste international parce que vous aurez rassemblé des informations, des atouts qui vous permettront d'être beaucoup plus compétitif. Ça, c'est un choix. Au niveau des affectations famille ou sans famille, généralement, les affectations sans famille, ce sont des affectations où il y a des problèmes de sécurité, disons d'insécurité, des problèmes de guerre, des problèmes de crise post-électorale. On ne peut pas aller avec la famille. Et puis, il y a certaines personnes qui, bon, les zones comme l'Afghanistan aujourd'hui, les zones comme le nord du Mali aujourd'hui, les gens vont dire non, là-bas, c'est très dangereux. Ben, effectivement, c'est très dangereux, mais c'est justement des lieux d'affectation où beaucoup de gens ne veulent pas y aller. Donc, il faut avoir le courage. C'est de dire, bon, je vais donner de mon temps pour aller servir dans cette zone. Parce qu'au lieu d'avoir 5000 candidats dans des zones avec famille, là-bas, il y aurait peut-être 500, 700 candidats. Donc, on est beaucoup plus... il y a la possibilité de pouvoir accrocher une affectation là-bas. Donc, ça, c'est dans le choix. Mais chacun a ses raisons pour pouvoir choisir telle ou telle option. Les langues. Dans quelle langue faut-il écrire son profil? Vous pouvez écrire en anglais, en français ou en espagnol, les 3 principales langues. Pourquoi? Pourquoi devrait-on écrire en anglais, en français ou en espagnol? Pour nous, francophones, on va se dire, bon, moi, je vais écrire mon profil en français. Mais l'astuce que je vais vous donner, c'est que tous ce qu'on appelle les programmes associés, les gens qui recrutent, qui font le pre-screening, sont pour la plupart anglophones. Donc, même s'ils parlent français, mais ils ont beaucoup plus l'anglais, ils sont beaucoup plus à l'aise en anglais. Donc, si vous remplissez votre
profil en français, c'est bien, mais il faut que ça tombe dans les mains de quelqu'un qui maîtrise le français. Parce que vous savez, dans le système des Nations Unies, heureusement ou malheureusement, c'est l'anglais qui vient en tête. Donc, l'astuce que je vous donne, si vous avez une maîtrise, si petite soit-elle, un peu de niveau d'anglais, il faut mieux écrire votre profil en anglais. Parce qu'en anglais, vous aurez la possibilité de mettre on va y revenir, des mots-clés qui correspondront au job description, à la description de poste. Mais si vous voyez que c'est un poste, vous voulez postuler au niveau national où la langue administrative, c'est le français, où les recruteurs maîtrisent beaucoup plus le français, bon, vous pouvez aller sur le français. Encore au niveau des langues, parce qu'il y a une rubrique qui parle de votre niveau, par exemple, votre niveau en français ou votre niveau en anglais. Il faut être honnête à ce niveau parce que vous pouvez vous surestimer ou vous sous-estimer. Si vous vous surestimez en disant que en ayant le français comme langue maternelle ou langue de base et dire que vous êtes fluent en anglais, il faut que cela soit juste. Parce que si vous vous surestimez, vous pouvez être retenu pour un entretien. Et que si on remarque que ce que vous avez mentionné ne reflète pas vraiment votre niveau de maîtrise d'anglais, ça pose problème, ça posera un grand problème. Mais si vous vous sous-estimez, également, vous pouvez être mis à côté, vous pouvez rater une opportunité. Donc, à ce niveau, il faut vraiment être honnête et faire un jugement, votre auto-évaluation de façon assez juste. Même sur les langues, il y a des exigences au niveau de postes. On peut dire que voilà, pour ce poste-là, on veut quelqu'un qui parle français, écrit et oral parfaitement, et avoir le français, par exemple, comme langue maternelle. Et la connaissance de l'anglais ou bien d'autres langues serait un atout. Il y a également des postes où on a besoin, par exemple, des postes pour des pays comme la Mauritanie. La Mauritanie parle français, mais il parle aussi arabe. Mais au niveau du système des Nations Unies, il y a aussi l'anglais. Donc, généralement, pour quelqu'un qui cherche une affectation en Mauritanie, il faut avoir vraiment les 3 langues. Bon. Et si vous mentionnez que vous parlez arabe, vous avez un niveau acceptable en arabe, et que dans votre profil, vous n'avez ni fait des études dans un pays arabe, ni travaillé dans un pays arabe, il faut mentionner quelque part dans votre profil, expliquer comment est-ce que vous avez maîtrisé la langue arabe. Parce qu'on peut être né des parents arabes et que vous parlez l'arabe à la maison. Donc, en ce moment-là, si dans votre cursus universitaire ou bien scolaire, vous n'avez ni étudié dans un pays arabe, ni travaillé dans un pays arabe, et que ça n'apparaît nulle part, et que simplement au niveau de la rubrique langue, vous mettez arabe fluent. Donc, quelque part, vous devez trouver un endroit où vous devez expliquer que mes parents, nous parlons par exemple arabe à la maison, que je suis d'origine d'un pays arabe et qu'à la maison, avec mes parents, on parle arabe. Et là, la personne peut avoir une idée. Donc, voici les astuces qu'il faut utiliser pour pouvoir convaincre le recruteur au niveau de l'analyse de votre profil.
Donc, j'ai mentionné à ce niveau qu'au niveau de langue, il faut être stratégique et sincère. Puis vient les mots-clés. Les mots-clés, quand vous postulez comme volontaire, vous savez déjà dans quel domaine vous voulez travailler. Vous pouvez même consulter certaines descriptions de postes. Vous allez voir les mots-clés. Par exemple, si vous travaillez dans le droit de l'homme, bon, mais il faut que le concept droit de l'homme apparaisse quelque part dans votre profil. Hein? Bon, si vous voulez travailler dans l'humanitaire, dans, par exemple, la protection des enfants, la santé maternelle et infantile, il faut que ces éléments-là ressortent quelque part dans votre profil. De façon que quand le recruteur va mettre les mots-clés dans l'ordinateur, parce que les sélections, ça c'est aussi bien bon à savoir, les sélections ne se passent pas manuellement. C'est l'ordinateur qui sélectionne. On met les mots-clés et puis l'ordinateur, le système va donner les candidats dont les profils contiennent ces mots-clés. Après, on fait un autre niveau de sélection. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre 500 fichiers qui va aller à la main pour pouvoir parcourir le page. Non. La personne, le recruteur met des mots-clés dans l'ordinateur. Et ça sort, par exemple, si c'est un pays où on exige quelqu'un qui doit parler français, on met un des critères français. Il va travailler dans le domaine des droits de l'homme, ou bien dans le domaine de la santé publique, ou bien de la santé maternelle et infantile, ou bien dans comme conseiller électoral, etc. On met des mots-clés. Et le système génère tous les candidats dont le profil contient ces mots-clés. Et après, il y a un deuxième niveau de sélection. Vous pouvez avoir des périodes creuses dans votre cursus. Il faut trouver un moyen pour les combler. Si vous avez travaillé de 2017 jusqu'à 2019, vous avez assumé un certain nombre de fonctions. Et puis, entre 2019 et 2021, vous n'avez rien fait. Mais il faut trouver un moyen de pouvoir combler ce vide-là. Peut-être que pour les femmes, vous avez peut-être été en grossesse pour la maternité, ou bien vous avez pris ce temps pour pouvoir vous occuper de la famille. Mais il faut mettre ça pour des raisons familiales, de telle année à telle année, pour des raisons familiales, j'ai fait ça. Si c'est pour une formation, vous mettez. De façon à ne pas avoir beaucoup de périodes creuses dans votre cursus. Parce que le recruteur peut se poser la question, vous n'êtes pas là pour l'expliquer. Lui, il va donner sa décision à la fin et vous n'aurez jamais une occasion pour pouvoir lui expliquer que non, en fait, ces 2 ans-là, moi, j'étais parti faire un master. Ou bien ces 2 ans-là, j'étais en congé de maternité. Ou bien j'avais un problème de santé, ou bien, en tout cas, il faut justifier d'une manière ou d'une autre les périodes creuses. Bon, la liste n'est pas exhaustive, mais je pense que j'ai partagé avec vous quelques astuces là. Et je vais terminer peut-être au niveau des principes clés. Quand on fait acte de candidature, l'objectif de se faire en sorte qu'on se retrouve dans le groupe le plus restreint possible. C'est-à-dire que s'il y a 100 candidats, qu'on se retrouve dans les 10. Qu'on soit shortlisté, dans le shortlist. C'est ça l'objectif. Donc, il faut apporter quelque chose qui soit spécifique. Donc, être le plus précis possible et le plus pertinent possible par rapport au poste auquel vous appliquez. Ce qu'on appelle le Unique Value Proposition. Chaque fois, vous devez poser la question. Dans ce que j'ai décrit, quel est l'élément distinctif, l'élément fort qui va me faire distinguer des autres?
chaque fois, à chaque étape de votre profil, vous devez toujours vous poser la question. Et le dernier principe clé, comme je vous l'ai dit, c'est faire preuve d'excellence et d'humilité pour de nouvelles opportunités. Le EH. Donc, chaque fois, même en dormant, je vous conseille de mettre votre nom et devant votre nom, vous mettez EH. Ça sera votre interpellation. Si vous appelez Balta, dites Balta, où est mon excellence? Est-ce que je suis humble? Je dois me réveiller très tôt pour marquer mon excellence, pour être le meilleur, quoi que je sois. Si c'est Alix, je dis Alix. Tu te dis Alix. Le E pour l'excellence, le H pour l'humilité. Si c'est Roméo, c'est Roméo. Tu t'interpelles. Quand tu es assis, tu dis Roméo. Où est mon excellence? Est-ce que ce matin, quand je vais sortir de chez moi, qu'est-ce que je dois faire pour être humble? Je dois accepter les critiques des collègues au travail. Je dois faire en sorte que quand je reviens le soir, je m'assois, je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait de meilleur aujourd'hui? Et c'est ça qui va s'accumuler, qui va faire de vous un meilleur candidat. L'excellence ne s'obtient pas par le bâton magique, ce n'est pas possible. On le cultive, on bâtit son excellence. On bâtit sa réputation autour de soi. Et c'est ça qui va vous propulser, et c'est ça qui va payer à la fin. Donc, j'ai été peut-être assez long, mais je suis prêt à partager, à prendre des questions. Et à cette étape, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jacques, pour cet exposé qui a été très complet, très exhaustif. Donc, on va ouvrir le floor pour des questions. Donc, on va y aller de manière ordonnée. Soit vous posez les questions dans le chat, je les pose à Jacques, soit vous levez la main et vous ouvrez votre micro à tour de rôle. Alors, je vois déjà une main levée de Roméo. Donc voilà, Roméo, si tu peux ouvrir ton micro. OK. Alors, merci beaucoup pour cette occasion. Je veux vraiment vous dire merci. Merci déjà à M. Moya qui a pris son temps ce soir pour nous entretenir. Moi, j'appelle ça un investissement dans nos vies. Vraiment, c'est 1 heure de temps, c'est pas peu. Et merci de nous avoir consacré ce temps. Et merci également à Coach Rosemary pour l'opportunité, pour cette plateforme-là donc qui nous prépare assurément pour les carrières de nos destinées. Alors, moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et la coach sait combien ce sujet m'intéresse beaucoup, particulièrement. C'était une très bonne opportunité pour moi de suivre ça. Et très rapidement, je vais aller sur mes questions. Alors, la première question, pardon, j'en ai vraiment quelques-unes. La première, c'est demander donc à M. Moya, pour quelqu'un qui a été pendant tout le temps un consultant indépendant et donc qui n'a pas eu d'expérience en organisation en tant que tel. Alors, et qui veut donc finalement aller sur un programme, aller servir sur un programme ou comme, je ne sais pas, disons par exemple Political Associate ou bien Human Rights Associate, est-ce que déjà il y a des chances et comment est-ce qu'il faut adapter cette candidature-là, vu que en termes d'expérience, ce qu'on a fait en tant que consultant n'est pas forcément ce qui se fait en organisation. Et cet aspect m'amène également à demander, vous avez parlé donc de la différence entre le statut et la fonction. Et j'avoue que ça m'a beaucoup interpellé. Ça m'a interpellé. Alors, pour un consultant, moi j'ai toujours mis, par exemple, pour tout ce que j'ai sur mon profil, je mets toujours consultant. Finalement, à y penser, est-ce qu'il, je ne sais pas, est-ce qu'il faut finalement mettre plutôt
directement, le titre de ce que j'ai fait, c'est dit chargé de l'élaboration de telle étude ou chargé de ci. Je ne sais pas, je demande comme ça. Je demande comme ça, est-ce que c'est meilleur? Sinon, moi, je mets consultant et après, maintenant, je décris ce que j'ai fait. Sinon, que voilà, dans la fonction, c'est le consultant qu'on voit. Mais ce que vous avez dit là m'a beaucoup interpellé et je pense que ça peut vraiment être décisif. Et donc, je pose la question, comment on fait quand on est consultant? Comment est-ce qu'on remplit le profil par rapport à cela? Ensuite, vous avez parlé du savoir-être qui est très important, mais je vais demander comment est-ce qu'on doit exprimer ce savoir-être-là dans la motivation? Est-ce que ce n'est pas aussi générique? Dire que je suis humble, je suis à l'écoute, je sais m'adapter au contexte, des situations de travail et tout. Est-ce que ce n'est pas aussi générique? Est-ce que tout le monde ne peut pas dire ça enfin? Donc, ou bien est-ce que c'est vraiment à l'étape de l'entretien qu'on peut arriver à convaincre donc, les personnes par rapport à ça? L'avant-dernière question pour moi, c'est alors avant-dernière question, c'est savoir par exemple par rapport aux références. Alors, est-ce que les références, ce sont des personnes avec qui j'ai travaillé uniquement? Parce que ma perception, c'était ça. Que les références que je mets dans mon CV, ce ne sont pas forcément rien que des connaissances, mais ce sont des personnes qui peuvent attester, certifier de ce que j'ai d'abord travaillé avec elles et que j'ai certaines compétences. Est-ce que je peux juste, par exemple, je prends la coach Rosemary. Je suppose qu'on est dans le même domaine, je la connais. Juste parce qu'elle est de mon domaine et que je la connais et qu'on a sympathisé, est-ce que c'est suffisant pour la mettre dans la liste de mes références? Si on l'a contactée, mais quel est le lien? Comment est-ce qu'elle m'a connu et tout? Je me demande, donc finalement, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et surtout, quand je connais quelqu'un qui est dans le système des Nations Unies, il y a toujours cette question-là, on demande, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le système? D'abord, un proche, un parent et tout. Je veux savoir quelle est l'idée derrière cette question, par exemple. Et donc, est-ce qu'il y a un piège à éviter? Et je suis en train de terminer. L'avant-dernière question, c'est savoir. Pas avant-dernière question. Il faut penser aux autres, pardon. Non, j'ai fini. J'ai fini. Et je suis sûr que j'aborde pratiquement quelques questions que les camarades abordent. Pardon. Oh, tu sais que ça, c'est pour moi. Oui, mais il faut quand même penser je demande vraiment pardon. Je vous en supplie. Pardon vraiment à tous. L'avant-dernière question, rapidement, c'est de savoir le profil. On m'a appris, par exemple, que le profil devrait être en anglais. Mais là, par exemple, si je dois postuler donc pour une position qui est au Congo, au Tchad, au Mali, dans un pays francophone, si le profil est déjà en anglais, finalement, je fais comment? Je fais la motivation en anglais ou en français? Donc, c'est ma question. Parce que si tu fais en français, est-ce que ça donne une idée de ce que tu sais vraiment que, voilà, est-ce que les gens savent que tu comprends anglais ou pas? Et la toute dernière question maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des formations ou des certifications préparatoires pour un volontaire? Est-ce qu'il y a des formations en ligne? Est-ce qu'il y a des certifs, par exemple, qu'on peut passer et qui puissent nous préparer donc à cela? Vraiment, merci beaucoup et merci pour votre patience. Merci de m'avoir écouté. Bon, alors, là, ça fait... Alors, Jacques, comment tu veux procéder? On prend toutes les questions. Là, déjà, c'est une longue série de questions. Oui. Si on, comment s'appelle notre collègue là? Alors, c'est Roméo. Roméo. Déjà, Roméo. Les questions de Roméo constituent déjà une bonne série là. Oui. Bon, donc, je propose qu'on les couvre là. D'accord. Et après, il y a des questions. Alors, il y a certaines questions qu'il a posées qui couvrent effectivement des questions de Christian. Après, j'ai une série de questions de Christian Ifoufa. Ouais. Bon, OK. Donc, je vais commencer à répondre aux questions que Roméo a posées. Là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, la première question concerne l'expérience au niveau de consultants indépendants. Comme c'est un travail qui n'est pas fait en organisation, donc il a demandé comment refléter cela dans son expérience. Mais l'expérience de consultant indépendant, mais quand on est consultant indépendant, on a offert des services. Ça veut dire qu'on a répondu à un certain nombre d'exigences et de besoins. Et c'est exactement, c'est de l'expérience. Personne ne peut vraiment écarter ça. Si vous avez été consultant dans un domaine donné, mais si vous avez donc exercé, votre
votre expertise dans ce domaine-là. Et vous devez faire prévaloir ça, que j'ai été, je reviendrai s'il faut marquer consultant ou pas, mais j'ai servi, c'est servi dans ce domaine pour 1 mois, 2 mois. Voici c'était dans l'observation, par exemple, électorale. J'étais consultant en tant que conseiller ou bien observateur électoral dans tel pays, à telle période. Voici, bon, ce que j'ai fait spécifiquement. C'est une expérience qui peut vous permettre d'être retenu comme volontaire des Nations Unies en tant que conseiller électoral. Donc, est-ce qu'il faut mentionner consultant parce qu'il y a la nuance entre la fonction et le statut? Est-ce qu'il faut mentionner consultant? Tant que la suite de votre descriptif indique ce que vous avez fait et les fonctions que vous avez assumées, c'est tant mieux. Parce que si vous mettez de avril 2017 à mai ou bien juin 2017, vous mettez consultant. Mais ça ne veut rien dire, parce qu'il y a plein de consultants. Mais si vous mettez consultant, conseiller en tel temps, conseiller ou bien en rule of law, ou bien conseiller en droit de l'homme sur tel projet. Donc, déjà, la fonction apparaît. La fonction apparaît. Mais quand je parlais de fonction des statuts, c'est qu'il y a des statuts qui ont tendance à minimiser votre valeur. Quand vous mettez stagiaire, par exemple, bon, ce n'est pas n'importe qui va donner, quand il voit stagiaire, déjà, il va déjà du profil bas. Ça veut dire que vous avez été guidé par quelqu'un, que vous n'avez pas eu de fonction où vous pouvez avoir la possibilité d'initier certaines choses. Vous êtes sous ordre de quelqu'un qui doit vous dire, bon, faites ceci, vas-y faire les photocopies et essayer d'initier telle lettre. Donc, l'idée, la conception ne vient pas de vous. Alors qu'il y a des stagiaires, avec le statut de stagiaire, vous êtes stagiaire, vous avez servi peut-être pendant 6 mois en remplacement d'une collègue qui est partie en congé de maternité, par exemple, mais vous avez assumé les fonctions entières, mais sur le statut de stagiaire. Donc, si vous commencez à mettre stagiaire, l'examinateur commence très bas. C'est simplement une perception qui est une malheureuse perception que je partage avec vous. C'est comme malheureusement, quand on entend volontaire, et nous, pendant toute ma carrière, je me suis mis à expliquer plusieurs fois que les volontaires, ce ne sont pas des cadres au rabais. Il y a des volontaires qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, nous avons des volontaires âgés de 77 ans, 80 ans, c'est-à-dire à plusieurs années après leur retraite, après avoir accompli des fonctions à un haut niveau. Et ils partent pour s'occuper, parce qu'ils se disent, bon, je m'en vais donner ce que je détiens comme expertise au profit de la population. Mais la connotation, la perception au niveau des gens lambda, ils pensent que quand on est volontaire, on est jeune cadre. Alors que pour ce qui est des volontaires des Nations Unies, ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, c'est pour essayer de balayer un peu ces perceptions-là qu'il faut avoir des astuces pour pouvoir mieux se vendre. Bon, alors, deuxième élément, comment exprimer la motivation? Est-ce que ça ne peut pas toujours être générique? Bon, mais si c'est pas, autant que les personnes puissent peut-être pas percevoir, mais il faut, quand vous mettez votre motivation, essayer d'illustrer le parcours, c'est-à-dire que vous évoquez ce que vous avez été ou bien ce que vous avez fait. Bien, vous pouvez dire, par exemple, que bon, après avoir servi dans tel domaine, ou après avoir obtenu, par exemple, il y a des gens qui ont suivi une formation continue, après avoir obtenu mon master, il y a 2 ans, etc., j'ai été associé à telle activité et je me sens
donc prêt à pouvoir apporter telle compétence dans les projets qui sont liés dans tel domaine, etc. Mais il faut vraiment s'efforcer à être précis. Et dans le même cadre, on peut dire que non, que je suis une personne capable de pouvoir travailler sous pression parce que j'étais dans une équipe composée de temps et on demandait du travail à fournir dans les 48 heures. Et j'étais toujours disposé et flexible. La flexibilité, tout ça, ça fait partie des compétences de soft skills qu'on appelle dans le bien de savoir-être. Bon, la capacité, la flexibilité, ça veut dire que, bon, si le travail doit se terminer à 17h30 et qu'il y a un superviseur ou bien le directeur de service a une réunion le lendemain à l'extérieur et veut avoir votre rapport ce soir-là, vous pouvez mentionner que je suis flexible de pouvoir travailler au-delà des heures normales de travail pour respecter les délais, ou bien pour faire en sorte que le service soit pour l'efficacité du service. Des descriptions comme ça peuvent vous présenter comme quelqu'un qui est flexible et pas des gens qui, quand l'heure est arrivée, on leur dit, bon, écoutez, on a une urgence, ils disent, ah, moi, mon heure est arrivée, moi, je pars. Donc, c'est simplement pour montrer ce côté motivation, ce côté savoir-être. Parce que, encore une fois, la qualification ne détermine pas en vous le meilleur candidat. Parce que tout le monde, il faut vous dire que tout le monde a la qualification qu'il faut. Donc, ce qui va vous faire distinguer, c'est cet aspect de compétences, de soft skills. Il faut simplement le mentionner. Si vous pouvez l'expliquer, c'est bien, mais quand on le lit, c'est mieux que de pouvoir lire simplement les éléments sur le savoir-faire, sans éléments sur le savoir-être. Vous pouvez bien gérer le projet, vous pouvez maîtriser les outils informatiques, etc. Mais mentionner que vous avez, par exemple, le sens de la communication, que vous avez un bon relationnel, par exemple, que vous avez le sens de la rigueur parce que, etc. Bon, vous pouvez expliquer en quelques mots, mais c'est très important. Je continue. En ce qui concerne les références professionnelles et références personnelles. Bon. Vous pouvez mentionner également les références professionnelles, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé avec vous dans le même domaine technique, qui peuvent vous apprécier sur le plan technique. Ça peut être votre superviseur ou un collaborateur, mais dans le même domaine technique, c'est bien. Mais vous pouvez aussi mentionner des références personnelles. Par exemple, si vous avez été consultant pour une ambassade, vous pouvez mentionner le conseiller économique ou le conseiller qui a travaillé avec vous, qui n'est pas du même domaine professionnel que vous, mais qui peuvent dire, bon, cette personne-là est très efficace, il a respecté les rendez-vous, il est très rigoureux dans son travail, il a rendu un travail très professionnel. Et nous sommes satisfaits des résultats que nous avons obtenus, par exemple dans l'organisation de l'atelier qu'il a facilité en telle période. Pourtant, il n'est pas du même domaine professionnel que vous. Mais sans son évaluation en tant que référence personnelle que vous connaissez par rapport à vos rapports dans le cadre de travail, peut vous permettre de pouvoir vous distinguer ou bien d'être retenu. Donc, référence professionnelle, c'est bien, mais vous pouvez aussi utiliser des références personnelles, des gens qui ne sont pas du même domaine professionnel que vous, mais qui peuvent vraiment apporter un bon témoignage par rapport à votre professionnalisme, votre façon de faire. La question de quand on vous dit, bon, connaissez-vous quelqu'un dans le système des Nations Unies? C'est une question c'est bien d'avoir évoqué ça, c'est une question très stratégique. Bon, mais en ce moment-là,
Si vous connaissez quelqu'un, mais connaître, qu'est-ce que ça veut dire connaître quelqu'un? On peut toujours avoir des amis qui travaillent aux Nations Unies. Est-ce que cela veut dire que vous les connaissez? Quand on dit, par exemple, connaissez-vous quelqu'un? Bon, il y a des gens qui peuvent avoir un frère ou bien qui peuvent avoir son père ou bien sa maman qui travaille au niveau du système des Nations Unies. Bon, ce qu'on craint, c'est que si vous postulez pour un poste où vous avez la personne, votre parent, dans le reporting line, c'est-à-dire qu'il est superviseur, quand vous allez intégrer ce service-là, il sera votre superviseur, ou bien vous serez superviseur de cette personne. C'est quelque chose, c'est une situation qui n'est pas conseillée ou encouragée au niveau du système des Nations Unies. Parce qu'on craint un peu le népotisme ou bien ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. C'est simplement pour écarter les recrutements qui entraînent des conflits d'intérêts. C'est simple pour être clair. C'est pour ça qu'on pose cette question. Si vous allez être dans un service qui n'a rien à voir avec le service où travaille un parent, son épouse ou bien son frère, ça n'empiète pas. Ça n'empiète pas. Ça peut en ce moment-là être même bénéfique parce qu'on se dit, bon, avec la promiscuité avec cette personne, peut-être qu'il a la chance de pouvoir bien connaître le système. Quand il s'agit, quand on parle de reporting line, si vous avez un parent que vous allez superviser ou bien qui va vous superviser, là, ça crée des conflits d'intérêts. Bon, l'aspect suivant, profil, il faut écrire le profil en anglais et faut-il écrire le profil en anglais, la motivation en français? Pour ce qui concerne les candidatures venues, vous allez mentionner tout sur la plateforme. Donc, vaut mieux être cohérent. C'est-à-dire, si vous choisissez d'écrire, de faire votre profil qui contient également la rubrique motivation, vous devez tout faire en anglais. Pas une partie en anglais, une partie en français. Vous devez tout faire en anglais. Si vous choisissez de le faire en français, parce que vous pensez que vous êtes convaincu que, bon, avec le français, ça irait mieux, vous faites tout en français. Pas une partie en anglais, une partie en... Non, c'est pas conseillé. Est-ce qu'il y a une certification, une formation en ligne sur le volontariat? Non en tant que tel, mais vous avez sur le site du programme Venu toutes les informations en ce qui concerne la mission, la vision du volontariat, le mandat du programme Venu. Vous avez des vidéos aussi et des histoires que racontent les volontaires, etc. Ça peut vous permettre de pouvoir avoir un peu beaucoup plus sur l'esprit du volontariat. Parce que, bon, la question aussi qui se lie à ça, est-ce que la différence entre un personnel, un staff régulier et puis un volontaire? Parce que si vous avez un médecin recruté sur un contrat régulier, un médecin recruté sur le statut de volontaire, est-ce qu'il y a une différence? Ils sont tous deux médecins, mais la simple différence, c'est que au niveau du médecin volontaire, il y a l'esprit de volontariat qui est là, et au niveau du médecin staff régulier, d'abord, il est payé par il y a un salaire qui lui est payé, alors que le volontaire ne perçoit pas de salaire. Il perçoit une indemnité de volontariat. Donc, la différence entre le salaire et l'indemnité de volontariat, c'est que le salaire se calcule sur
c'est le niveau de qualification, le nombre d'années d'expérience, peut-être la spécialité, etc., et le niveau du poste, le niveau de responsabilité. Alors que au niveau du volontariat, tout le monde, quelle que soit la qualification, qu'on ait un BTS, qu'on ait une licence, une maîtrise, un doctorat, on est payé la même indemnité. Donc, ça renforce l'esprit familial entre les volontaires. C'est l'esprit de volontariat, le sens de service. Voilà. Sinon, il n'y a pas une formation où on forme les gens à vendre. C'est simplement s'informer autour de soi, aller sur le site du programme VENU. Et au niveau des pays, il y a des unités VENU aussi. Au niveau du PNUD, dans certains pays, il y a l'unité du programme VENU où on peut avoir un chargé de programme VENU et une assistante au programme VENU qui les deux peuvent vous donner des informations pertinentes concernant le programme VENU et comment procéder pour vous préparer afin d'être compétitif pour les candidatures VENU. J'espère que j'ai couvert les aspects que Roméo a soulevés. Alors, merci du coup pour cette longue réponse. Il y a, Eugène qui a sa main levée depuis longtemps. Il y a une autre personne qui avait sa main levée, mais qui s'est découragée. Donc, Eugène, si tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Et puis ensuite, je vais poser les questions de Christian qui était dans le chat. Eugène? Ok. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je souhaite savoir, parce qu'il y a eu beaucoup de... Déjà, merci pour toutes les informations que vous avez partagées avec nous. En fait, je voulais savoir si le CV, il y a des modalités pratiques en fait pour le CV, par exemple, qu'on devrait fournir. Dans ce sens que, est-ce que le CV doit tenir sur une seule page ou le nombre de pages importe peu? Bon, pour ce qui est de CV et ce qui est des candidatures venues, comme je l'ai dit, la candidature venue se remplit sur la plateforme venue. On n'utilise pas le CV comme tel. Donc, c'est un formulaire qui est déjà conçu. Ce que vous avez à faire, c'est simplement remplir les espaces vides. Par exemple, là, ça commence par les informations personnelles. Votre nom, votre prénom, le genre, la date de naissance, votre email, et ainsi de suite. On vous demande comment est-ce que vous avez appris, comment vous avez été informé du programme VENU. Bon, vos correspondances, dans quelle langue vous souhaitez que les correspondances avec le programme VENU se passent, vous indiquez votre nationalité à la naissance, nationalité actuelle, où vous habitez, votre statut marital, etc. Donc, les rubriques sont déjà conçues. Donc, il n'y a plus à choisir, comme dans le cas des CV, de faire un CV qui commence par un résumé et puis qui continue par les qualifications, après les formations suivies, l'expérience, etc. Non, ici, il s'agit de remplir les cases qui vous sont offertes. Donc, on ne parle pas de CV en ce qui concerne ici pour les candidatures venues, parce que ça se remplit sur une plateforme. Alors, voilà. Alors, merci pour cette réponse. Alors, ensuite, il y a une question qui était dans le chat, des questions de Christian. Alors. Donc, voilà, bon, c'est ça, je pense que tu as répondu. Il y avait une question à nouveau sur les références. Est-ce que mentionner une personne de référence qui travaille dans le système des Nations Unies, c'est une manière d'influencer en mal sa candidature? Alors, donc je passe à la suivante. Quelle est la prochaine étape une fois inscrit dans UNV? Faut-il attendre qu'une agence onusienne vous contacte ou faut-il postuler pour des offres vacantes? Et voilà. Est-ce que un profil d'ingénieur en électricité industrielle
peut intéresser les Nations Unies. Voilà. OK. Donc, après avoir complété son profil ou sa notice sur la plateforme de UNV, vous devez vous rendre fréquemment sur le site parce que là-bas, il y a la publication des postes vacants. Donc, vous choisissez sur les postes qui sont annoncés, les postes pour lesquels vous voulez postuler. Et vous avez la possibilité de mettre à jour votre profil. Donc, quand vous voyez un poste, vous parcourez la description de poste. Et donc, vous vous référez sur la description de poste, vous soulignez, vous retenez les mots-clés que vous pouvez utiliser pour aller mettre à jour votre profil, pour augmenter vos chances de correspondre à cette annonce de poste. Donc, il faut toujours repartir sur le site UNV pour voir quels sont les postes vacants qui sont publiés. Mais vous avez aussi la possibilité de désactiver votre profil pour une période, de façon à ce qu'on ne vous considère pas pendant cette période. Et quand vous êtes prêt, vous réactivez et votre profil redevient actif. Donc, après l'étape après avoir complété le profil, l'étape suivante, c'est de regarder les annonces de postes vacants. OK. Donc, il y avait une... Ah, voilà, et le profil de... Bon, par rapport au profil de l'électricien, là, attendez... les profils techniques comme ça s'intéresse aussi les UNV? Le système, bon, comme je l'avais dit au départ, le programme de VNU répond aux sollicitations, c'est-à-dire aux besoins des agences. Hein. S'il y a des projets où on a besoin d'un électricien, bon, on va chercher un électricien volontaire des Nations Unies. C'est tous les profils professionnels qui sont concernés. Si on a besoin, s'il y a un projet dans le cadre, au niveau du ministère de l'Éducation, où on veut avoir un professeur qui va animer les travaux dirigés au niveau du lycée technique, bon, où il y a la composante électricité, et on a besoin de quelqu'un, un électricien avéré, bon, on va recruter un expert électricien comme volontaire des Nations Unies. Donc, ça, c'est selon les demandes des agences et des projets. Donc, tous les domaines professionnels sont concernés. Okay. Alors, pour un jeune diplômé qui sort de l'université et qui souhaite être volontaire, comment fait-il pour... Enfin, voilà, la question, c'est comment fait-il pour combler son vide en expérience professionnelle, mais je veux dire, comment valoriser sa candidature quand on manque d'expérience? Bon, justement, vous vous souvenez que moi, j'ai introduit la notion de rêve et de désir. C'est quand on vient à peine de sortir de l'université, on n'a pas d'expérience, on a le droit de pouvoir avoir un rêve. Parce qu'on ne peut pas, dès la sortie de l'université, sans expérience, on ne peut pas être vraiment compétitif au niveau des postes devenus parce qu'on a peut-être sans doute la qualification, mais on n'a pas d'expérience. Donc, il faut se faire un rêve de devenir un jour volontaire des Nations Unies et on prépare ce parcours. On prépare ce parcours en s'associant aux activités des ONG, des associations au niveau de sa ville ou bien de son pays, etc., pour bâtir une expérience. Comme je l'avais dit, l'expérience, ce n'est pas simplement au niveau de l'emploi rémunérateur, non. En s'associant aux activités des associations non gouvernementales, etc., mais vous êtes en train de travailler. Si vous travaillez au niveau de la Croix-Rouge, je l'ai mentionné dans mon exposé, vous travaillez au niveau... bon, par exemple, là, il y a des comités ou bien des structures de la riposte contre la COVID-19.
bon, vous manifestez, mais tout ça, c'est l'expérience. Vous pouvez être recruté au niveau d'une ONG internationale ou bien une ONG nationale, même de façon bénévole. C'est-à-dire, vous faites le travail sans être payé. Mais ce qui compte, c'est ce que vous faites, ce n'est pas l'argent qu'on vous paye. C'est ça qui va constituer votre expérience. Donc, ce sont là les astuces pour pouvoir développer son expérience. Il ne faut pas attendre une affectation, un emploi rémunérateur pour pouvoir construire son expérience. On peut même être enseignant bénévole. On a fait maths sup. Ben, on se fait répétiteur d'un groupe de candidats au bac, etc. Mais tout ça, c'est l'expérience. Vous allez écrire que non, bon, j'étais répétiteur, j'ai encadré 10 élèves qui préparaient le bac. À la fin, il y a 8 sur les 10 qui ont réussi, mais ça vous valorise. Pourtant, vous n'avez pas perçu un salaire. Alors, il y a une question. Est-ce qu'il y a une période spécifique pour les recrutements? Bon, tu l'as dit, c'est on a rolling basis, c'est toute l'année. C'est en permanence ouvert. Voilà. Je vais donner la parole à Constancy qui a levé la main et après, il y a deux ou trois autres questions de Christian et on va s'arrêter là. On a déjà dépassé l'heure de beaucoup. Donc, Constancy, vas-y, ouvre ton micro. Bonsoir à tous. Alors, je voulais en premier lieu remercier M. Moya pour cette présentation parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'avais eu l'information comme quoi qu'il fallait commencer en tant que volontaire, mais en termes de procédure, je ne savais pas trop comment faire. Alors, moi, j'ai juste une question. Lorsqu'on part en fait sur le site des Nations Unies, enfin, peu importe, en général sur le site des Nations Unies, souvent, en termes d'expérience, ils demandent entre 5 et 10 ans. Est-ce que, même si on n'a pas 5 ans d'expérience, est-ce qu'on peut quand même postuler? Parce que moi, personnellement, ça a été un blocage pour moi. Est-ce que je prends quand même le risque de postuler, même si je n'ai pas les 5 ans d'expérience, ou il y a un procès, enfin, où il faut vraiment respecter le nombre d'années? Pour ce qui est de volontaires des Nations Unies, normalement, il y a deux choses. Il faut avoir au moins 25 ans pour être volontaire des Nations Unies spécialiste, bien qu'il y a des youth volontaires qui peuvent avoir 18, 19 ou 20 ans, mais 25 ans pour être volontaire spécialiste. Et 2 ans d'expérience minimum. 2 ans d'expérience minimum, 2 à 3 ans d'expérience minimum. Bon. Bien évidemment, si on a 3 ans d'expérience très intéressante, mais vous pouvez être compétitif par rapport à ceux qui auront peut-être 5 ou 10 ans d'expérience, mais qui n'ont peut-être pas fait exactement ce qu'on exige au niveau du poste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas toujours avoir peur. Pour que votre profil soit accepté dans le système déjà, si vous avez 2 à 3 ans minimum d'expérience, c'est accepté. Maintenant, être compétitif, ça, c'est la manière dont vous allez vous vendre c'est-à-dire la façon dont vous allez vous présenter, la façon dont vous avez mentionné votre motivation, la façon dont vous allez associer vos qualifications avec ce que vous avez fait en termes d'expérience. Parce que quelqu'un, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir été, je reprends l'exemple que j'ai donné, être ingénieur agronome et par manque d'emploi, bon, le voilà qui est en train de vendre dans une pharmacie. Et puis après, un bon jour, il se dit, ah, mais ça fait 10 ans que je suis dans la pharmacie, donc j'ai 10 ans d'expérience. Mais malheureusement, il ne sera pas compétitif par rapport à, si c'est un poste d'ingénieur agronome, on recherche un ingénieur agronome, quelqu'un qui a le diplôme d'ingénieur agronome, qui a fait peut-être 5 ans en tant qu'ingénieur agronome au niveau des semences, et lui qui a fait 10 ans, il est ingénieur agronome, mais il a travaillé dans une pharmacie, il n'y a pas match, comme on le dit, terre à terre, parce que son expérience ne correspond pas
d'abord à sa qualification et ensuite à ce qu'on attend d'un ingénieur agronome dans le projet, par exemple, des semences améliorées. Même s'il a appris ça à l'école, mais il aura appris à l'école, il aura eu le diplôme, mais il n'a pas exercé aussi longtemps que quelqu'un qui a peut-être 5 ans d'expérience pertinente. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Alors, merci. Donc, je continue la lecture des questions de Christian et puis on va... voilà. Alors, avoir suivi une formation BSAFE de l'UNDSS. Je ne sais pas si tu connais tous ces acronymes. Si tu connais tous ces acronymes, peut-être Christian, si tu peux expliciter c'est quoi tous ces acronymes. Voilà, alors une autre question, un profil en criminologie, mais expérience dans la télécommunication. Comment valoriser son parcours et son profil? Criminologie. La formation académique, c'est en criminologie, mais l'expérience professionnelle, c'est dans les télécoms. Bon. Télécom et marketing. Comment donner une cohérence à tout ça? Bon, mais c'est qu'au pif, comme ça, il faut chercher à identifier un lien. Parce que quand on parle criminologie, est-ce que, bon, télécommunication, bon, il y a la protection de l'information, par exemple, il y a le piratage de l'information. Donc, les notions en droit, pour celui qui aura fait criminologie, peuvent servir, par exemple, pour la protection des informations. Mais c'est à la personne de pouvoir trouver vraiment le lien entre ce qu'il a fait, parce que criminologie, c'est le domaine du droit, et s'il y a une application pertinente avec les fonctions dans le domaine de la télécommunication, bon, c'est la personne qui doit faire un effort. Ici, je donne vraiment des outils qui doivent vous permettre de mettre bout à bout les atouts dont vous disposez pour pouvoir vous vendre. Donc, il y a plusieurs situations. Par exemple, pour ce cas, il faut bien voir ce que la personne a fait au niveau de la télécommunication, parce que le droit, c'est un domaine assez transversal. Peut-être qu'il y a une application du droit au niveau de la télécommunication. Et en ce moment-là, si la criminologie, c'est une spécialisation au niveau du droit, bon, il peut toujours faire valoir l'aspect basique du droit appliqué à la télécommunication. Et ça, la personne doit faire un effort pour pouvoir établir le lien. OK. Alors, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans une zone en guerre ou en conflit peut être un élément important parmi les qualifications? Et la dernière question, à quoi sert un numéro de roster? Qu'est-ce que c'est le numéro de roster? À quoi ça sert? Bon, je commence par la dernière partie. La dernière. Le numéro de roster, c'est un numéro d'identification. C'est un numéro d'enregistrement, c'est-à-dire quand vous avez votre numéro de roster et que vous recevez des correspondances auxquelles vous allez répondre, bon, vous indiquez le numéro de roster pour qu'on vous retrouve plus facilement. Donc, c'est un numéro d'identification. Et le premier aspect de la question, c'est quoi? Le premier aspect de la question, c'était est-ce que le fait d'avoir travaillé ou vécu dans une zone en guerre ou zone de conflit peut être un atout dans une candidature? Bon, mais le fait d'avoir travaillé dans une zone de conflit, ça fait partie de l'expérience. Si, par exemple, vous avez une qualification dans les droits de l'homme et que vous avez travaillé dans une zone de guerre, donc vous avez eu des cas, vous avez eu l'expérience à traiter des cas de violation des droits de l'homme, bon, c'est cette expérience-là que vous allez faire. Voilà, pour que on se dit, bon, vous avez déjà vécu des situations de violation des droits de l'homme. Bon, il y a un poste d'officier de droits de l'homme quelque part. Bon,
c'est déjà un atout. C'est quelque chose qui peut vous faire démarquer. OK. Voilà, donc on a fait le tour de toutes les questions. Merci beaucoup, Jacques, pour tout ce temps que tu nous as consacré et pour l'exposé qui était très, très complet. Je pense que la plupart, vous avez eu voilà, la réponse à vos questions. Alors, maintenant, comment postuler? Genre, si tu peux juste redonner le site, voilà, où poser sa candidature pour les UNV. Vous partez www.unv.org. Vous avez, vous verrez le site. Vous verrez le site de UNV et puis là-dedans, vous allez voir Unify Volunteer Platform. C'est les mêmes acronymes que le Unique Value Proposition, UVP, Unified Volunteer Platform. Et là, vous allez voir défiler le formulaire. Vous allez vous enregistrer et puis remplir le formulaire. Et il y a la possibilité de joindre, de télécharger la copie de vos diplômes ou bien des certificats de vos diplômes. Donc, tous les documents qui vont prouver que, en disant, qui vont prouver que vous avez eu tel diplôme, telle formation, vous avez la possibilité de les télécharger. Et voilà. Et quand vous suivez une formation additionnelle, vous pouvez revenir, mettre à jour votre profil et télécharger le nouveau diplôme que vous aurez pu acquérir. Donc, c'est vraiment très, très user-friendly. OK. Voilà. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes pour votre attention, pour vos questions, pour votre participation. Merci encore à Jacques pour tous les éléments de réponse. Donc, on était dans le webinaire sur comment optimiser sa candidature de volontariat des Nations Unies. Voilà, excellente soirée à tous et toutes. Merci beaucoup. Nous étions 17 ou 21? Voilà, on était au... Alors, attends, j'arrête.